Nous gardons Noël petit cette année. Maman. Juste la famille proche. Je tenais le téléphone contre mon oreille, essayant de donner un sens à ces mots. La famille proche. Et pourtant j'entendais cela seul dans ma cuisine avec une tasse de thé Earl Grey refroidissant à côté de moi. Oh, ai-je dit doucement. Bien sûr, Joël. Ya comprends. Merci d'être si cool à ce sujet. A-t-elle dit, soulagé. Tout ça. Cette année a été beaucoup. Nous avons besoin de quelque chose de discret. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Bien sûr, prends soin de toi. Il a raccroché. C'était tout. Le silence qui a suivi semblait contre nature. Pas le genre confortable, mais celui qui presse contre votre poitrine, qui résonne dans les endroits où il y avait autrefois des rires. J'ai regardé l'autre tasse sur la table, celle de Georges, mon mari. Ça fait 17 ans qu'il est parti, mais je mets encore son couvert parfois. Surtout, en décembre. Surtout, dans des moments comme celui-ci. J'ai toujours été une femme de Noël. J'étais celle qui faisait les biscuits, accrochait les lumières, choisissait l'arbre. Je cousais de petites chaussettes rouges pour chaque membre de la famille, et écrivais des cartes à la main, même quand mes doigts me faisaient mal. Ce n'était pas par obligation, c'était de l'amour. Un amour que je pensais important. J'avais déjà acheté les cadeaux cette année en novembre pendant les soldes anticipés. J'avais trouvé un ensemble de croquis professionnels pour Amélie, un kit scientifique pour Zachary, un porte-documents en cuir élégant pour Joël, et une lampe d'arôme faite main pour Linda, le genre qu'elle avait admiré dans un magazine que j'avais vu sur sa table basse, chacun choisi avec soin, enveloppé de rubans dorés, et rangé dans des boîtes étiquetées prêts, et maintenant ils restaient chez eux sans moi. Je suis allée au salon, celui qu'ils m'ont aidé à peindre l'année dernière. Joël supervisant surtout, Linda faisant défiler son téléphone. Je pensais que c'était un projet partagé. Maintenant ça semblait plus comme de la charité avec le recul. L'arbre se tenait dans le coin. Lumières éteintes. Je n'avais pas encore décoré. J'attendais que les enfants viennent, pour laisser Amélie placer l'ange au sommet comme elle le faisait toujours. Je me suis assise dans mon fauteuil inclinable, tiré la couverture en laine sur mes genoux, et regardé par la fenêtre. Un voisin installait des rennes lumineux, et un Père Noël en plastique qui vacillait dans le vent. Des enfants couraient dans la rue avec des joues rouges, et des sucres d'orge. Tout le monde se préparait pour quelque chose, sauf moi. J'ai pensé que je pourrais pleurer. Mais non. Il n'y avait pas de larmes. Pas ce soir. Juste ce silence oppressant à nouveau. Et un sentiment de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la tristesse. Pas tout à fait de la colère. Quelque chose de plus froid. Et beaucoup plus clair. Le lendemain matin. Je me suis réveillé tôt comme toujours. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser. Et j'ai eu une vie d'éveil matinaux pour les déjeuners scolaires, les rôtis du dimanche, les visites surprises, et les matins de Noël qui commençaient avant le lever du soleil. Mais ce matin, je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait pas d'urgence, pas de bruit dans le couloir, pas de petits pieds courants en pantoufles, pas de raison de se lever et de préchauffer le four. Pourtant, mes mains bougeaient d'elles-mêmes, écartant la couverture, trouvant les pantoufles, parcourant le chemin familier vers la cuisine, comme si Noël arrivait encore, juste un peu en retard. J'ai fait du thé, et me suis assise à la fenêtre. Ma cour avant semblait comme toujours, un bonhomme de neige tordu construit par les enfants du quartier, des stalactites se formant au-dessus des gouttières, des empreintes éparpillées comme des confettis. Mais en moi, quelque chose semblait inconnu. J'avais accueilli Noël, chaque année, depuis 1973, à travers les maladies, les budgets serrés, les tempêtes de neige, et une année où la dinde a pris feu. Peu importe, tout le monde venait quand même s'il était en retard, même s'ils oubliaient d'apporter un dessert, même s'ils n'aidaient pas à nettoyer, ils venaient. Et maintenant, je n'étais même pas invité. J'ai pensé à comment c'était avant. Joël arrivait en premier, toujours tôt, toujours vérifiant si le parking était dégagé. Linda venait plus tard, les bras pleins de cadeaux qui semblaient sortir de catalogue, toujours enveloppés en or et bleu marine. Pas une touche de rouge en vue. Amélie et Zachary entraient en courant, yeux écarquillés,
demandant si les chaussettes étaient accrochées, si les roulés à la cannelle étaient chauds. Je me souviens encore de la façon dont Amélie se penchait contre moi quand nous lisions la nuit avant Noël ensemble. Je me souviens des cris de Zacharie, quand il a ouvert son premier vélo. Mais ces souvenirs semblaient lointains maintenant. Comme la famille de quelqu'un d'autre. Comme un film que j'avais regardé et oublié. La maison était trop calme. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort. J'ai jeté un œil au couloir. La porte de la chambre d'amis était fermée. La même chambre que Joël avait insisté pour que je garde prête, au cas où nous voudrions rester un jour. Maman. Ils n'ont jamais séjourné. Ils se sont à peine assis. Ça m'a frappé d'un coup comment les visites étaient devenues plus courtes chaque année. Au début, ils passaient des journées entières. Puis c'était le déjeuner. Puis juste un passage. Puis, plus du tout, les derniers Noëls. J'étais celle qui conduisait à travers la ville. Je m'asseyais poliment dans leur cuisine impeccable, tendais mes cadeaux soigneusement choisis, et regardais pendant qu'ils les déballaient sans vraiment les voir. Linda souriait toujours, disait toujours merci, mais ses yeux étaient ailleurs. Joël vérifiait son téléphone entre deux bouchées. Amélie et Zacharie étaient collés à leurs écrans. Une année, j'ai fait une vieille recette familiale. Des tourtes à la viande que ma mère faisait. Linda a pris une seule bouchée. Elle dit « Oh, c'est très traditionnel ». Elle ne l'a pas fini. Je me suis dit que c'était bien, que les temps changeaient, que les enfants ne comprenaient pas les repas faits maison ou les écharpes tricotées à la main. Mais maintenant je voyais ce que c'était. De la distance, pas physique, émotionnelle, calculée. Je me suis levé lentement, et marché jusqu'au buffet. Là, glissé dans un tiroir. Il y avait toutes les photos des Noëls passés. Des designs. Joël avec une couronne en papier. Amélie ouvrant des cadeaux en pyjama. Georges découpant la dinde avec son sourire tordu. J'ai feuilleté une par une. Puis j'ai remarqué quelque chose. Dans chaque photo, j'étais en arrière-plan, tenant le plateau, portant les assiettes, nettoyant dans le coin. Souriant. Toujours souriant. Mais c'est ça. Jamais vraiment vu. J'ai fermé l'album et l'ai glissé dans le tiroir. Mes mains ont lingé sur le bois un moment avant que je me détourne. Des traditions, c'est ce que je pensais avoir construit. Mais peut-être étais-je la seule à m'en souvenir. La chambre d'amis chez Joël et Linda était peinte en gris doux, avec des rideaux blancs, et une citation encadrée au-dessus du lit. La famille, c'est tout. Je me souviens d'être debout dans cette pièce la première fois que Linda me l'a montrée. Elle avait ouvert la porte fièrement. Elle dit « Et voici ton petit coin, Evelyn, pour les soirées pyjama ou les longues visites. Nous voulions que tu te sentes la bienvenue. » J'ai souri alors, sincèrement touché. J'ai même apporté une paire de pantoufles de maison et une brosse à dents supplémentaire la semaine suivante. J'ai plié ma chemise de nuit dans le tiroir de la commode, juste au cas où. C'était il y a 2 ans. Je n'y ai jamais dormi. Je ne me suis même jamais assise sur le lit. J'ai remarqué après un temps que chaque fois que je visite, la pièce était toujours pleine d'autres choses. Décorations de fête, boîtes non ouvertes, clips de Rolf de Joël. Une fois c'était leur nouveau vélo d'exercice. Juste temporaire, avait dit Linda, balayant d'un sourire. Ça ne semblait pas temporaire. J'ai arrêté d'apporter mon sac pour la nuit. Ils vivent dans une maison que j'ai aidé à acheter. 50 € pour la compte. Prix de mon fonds de retraite, après le décès de Georges. Joël avait dit que c'était un investissement dans l'unité. Je voulais le croire. J'ai signé le chèque sans hésitation. Je n'ai même pas demandé de remboursement. Ils ont promis que j'aurais toujours une place là, bas. Et pourtant ce Noël, je n'étais pas invitée. Je me suis assise à ma table de cuisine, regardant la carte de Noël que j'avais reçue d'eux la semaine dernière. Elle avait une photo des 4 en pyjama assortis devant une cheminée. Pas la mienne. La calligraphie de Linda disait « Vous souhaitant une saison de fêtes chaleureuse et joyeuse. » Pas d'invitation, pas de mention de dîner, juste des vœux chaleureux de loin. Je l'ai retourné, vierge à l'arrière. J'ai pensé à la première maison que Joël et Linda ont achetée. Elle était plus petite, plus vieille, plus proche de mon quartier. À l'époque, Linda me demandait de l'aide. Choisir des rideaux, organiser le garde-manger, garder les enfants. Elle semblait m'apprécier. Mais avec le temps, les choses ont changé.
Les sourires de Linda sont devenus plus serrés. Ses compliments plus polis. Ses demandes moins fréquentes. J'ai entendu une fois au téléphone. Ma belle-mère veut bien faire. Elle ne s'intègre juste pas vraiment à notre cercle. C'était il y a 2 Noëls. Elle ne voulait pas que j'entende, mais je l'ai fait. Je n'en ai jamais parlé. Maintenant je souhaite l'avoir fait. Ils parlent d'inclusion, de valeurs familiales. Ils achètent des livres sur la pleine conscience, et donnent aux œuvres de charité des fêtes, mais ils ne peuvent pas faire de place à leur propre table pour la femme qui a maintenu leurs lumières allumées plus d'une fois. Yana suis pas naïve. Je sais que Linda m'a toujours trouvé pittoresque. Trop simple. Trop bicarbonate de soude pour nettoyer. Et pas assez d'huile essentielle. Je n'appartiens pas à leur version soigneusement organisée de la vie. Pourtant, ça fait mal. Je me suis levé, marché dans le couloir, et ouvert la porte de ma propre chambre d'amis. Ce n'est rien de spécial. Juste un lit simple avec une couverture au crochet. Et une petite lampe que George a câblée lui-même. Mais j'ai accueilli tant de gens là, dedans au fil des ans. Amis. Voicings. Même Joël une fois quand il s'est disputé avec Linda, et avait besoin d'espace pour la nuit. Ça sent la lavande et le vieux bois. Et quelque chose de chaud que je ne peux pas tout à fait nommer. Je me suis assise sur le bord du lit, et croisé les mains. Ils ont construit une pièce pour moi qu'ils n'avaient jamais l'intention de me laisser utiliser. Moi ici, chez moi, chaque pièce a de la mémoire. Des vraies, des désordonnées pleines de bruit, de nourriture, et d'amour accidentel. Et être que c'est la différence. Être qu'ils ont construit une maison. Mais j'ai construit un foyer. Je me suis dit que je ne le ferais pas cette année. Pas d'achat, pas d'emballage, pas de fouilles dans les prospectus pour les meilleures offres. Pas après cet appel. Mais les vieilles habitudes ne meurent pas discrètement. Alors j'étais là, debout au milieu du grand magasin, manteau déboutonné, écharpe se déroulant. List and Main. Le même magasin que je visitais chaque décembre depuis près de 50 ans. Les mêmes chants doux jouant au-dessus. Les mêmes guirlandes enroulées autour de chaque caisse. Et moi, toujours là, jouant encore le rôle. Amélie aimait dessiner. Alors j'ai trouvé l'ensemble de marqueurs améliorés qu'elle avait mentionné en juillet. À double point, des centaines de couleurs, un étui qui se fermait tout autour comme une valise. Zachary avait commencé à lire des romans graphiques. Alors, j'ai pris le dernier de cette série, avec le chat parlant étrange. Je ne comprenais pas, mais je savais qu'il s'illuminerait. J'ai même trouvé un petit pot de sel de bain importé pour Linda. Rose et bois de santal. Cher, délicat, inutile. Pour Joël. Yoyeshite. Que donne-t-on à un homme qui n'a pas le temps de vous appeler? J'ai erré dans la section homme, doigts effleurant les écharpes en laine, les gants en cuir, les boutons de manchette derrière une vitrine. Je me suis décidé sur une paire d'écouteurs sans fil, haut de gamme, quelque chose d'élégant et pratique, quelque chose de moderne, quelque chose qui disait « J'essaie de rester dans ton monde ». Aïe. J'ai porté les articles à la caisse. La jeune fille derrière le comptoir a souri. Edith, vous préparez un grand Noël. J'ai cligné des yeux. Un instant, je ne savais pas comment répondre. Non. Ai-je dit finalement. Je le garde petit. Elle a hoché la tête, ne remarquant pas la pause. Tout le monde réduit cette année. La famille suffit. Non. Je n'ai pas répondu. Sur le chemin du retour, le poids des sacs semblait plus lourd que d'habitude. Avant, je me sentais fier de marcher avec les bras pleins. Preuve d'amour, de préparation, de soin. Maintenant ils semblaient juste des fardeaux. Preuve de quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. À la maison, j'ai posé les sacs sur la table à manger. Et me suis assise à côté. Un par un, j'ai déballé les articles de leurs sacs de magasin brillants. Je les ai pliés dans du papier de soie, glissés dans des boîtes. J'ai attaché chacun avec un ruban. J'ai même écrit leurs noms sur les étiquettes comme je le faisais toujours. Joël, Linda, Amelia, Zachary. Ça semblait automatique, familière, douloureusement. J'ai fixé la pile quand j'ai fini. 4 boîtes, 4 fantômes. Parce que c'est ce qu'ils étaient. Pas des cadeaux, mais des échos. Échos d'une femme essayant encore de gagner une place qu'elle aurait déjà dû avoir. J'ai regardé le petit tiroir dans le couloir où je gardais les vieilles cartes. Celles dessinées à la main par les enfants.
Des gribouillages désordonnés disant « Je t'aime, Mamie » et « Tu fais les meilleurs biscuits ». J'ai passé mes doigts dessus, puis j'ai regardé les boîtes. Cette année, elles ne seraient pas portées à l'arbre de quelqu'un d'autre. Pas cette fois. J'ai placé les boîtes terminées soigneusement sur le bord du buffet, chacune un monument discret à quelque chose de non dit. Le papier doré et argenté scintillait dans la lumière de l'après-midi, les rubans encore nets, les étiquettes écrites de ma meilleure cursive. Il fut un temps où j'avais hâte de les voir ouvertes, pas parce que je voulais des remerciements, bien que je ne vais pas mentir, ils comptaient aussi, mais parce que j'aimais le moment où leurs yeux s'illuminaient. La surprise, la joie pure, c'est ce que Noël signifiait pour moi. Mais maintenant, elle restait là, intactis, non réclamée, pas oubliée. Juste inutiles. Je les ai fixés longtemps. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 78 ans. J'ai pris une des boîtes, celle de Joël, et l'ai portée à l'étage, dans le placard du couloir, derrière de vieux linges et un ventilateur cassé que je n'ai jamais pris le temps de jeter. Il y avait une lourde boîte en plastique que j'utilisais pour ranger le papier d'emballage et les rubans. J'ai l'ai sorti, soulevé le couvercle, et placé la boîte soigneusement à l'intérieur. Puis je suis redescendu pour les autres. Les Cels de Bande Linda, l'ensemble de croquis d'Amélie, le roman graphique de Zachary. Tous rentraient dans la boîte, bien serrés, comme des souvenirs trop bien emballés. J'ai fermé le couvercle. Ils n'auraient pas ces cadeaux. Pas parce que je voulais les punir, pas même parce que j'étais en colère, mais parce qu'ils ne pensaient pas que j'existais en dehors de l'obligation. Ils avaient construit une vie où j'étais une commodité. Quelque chose à appeler quand le toit fuyait, ou que la babysitter annulait. Mais pas quelqu'un qui vous manque, pas quelqu'un pour qui on fait de la place. Et cette année, il l'avait rendu douloureusement clair. Nous gardons Noël petit cette année. Juste la famille proche. Cette phrase ne me quittait pas les mots exactement, mais la façon dont il les avait dit, décontracté, répété, comme s'il l'avait préparé, comme s'il savait que je pourrais être blessé, mais espérait que le dire gentiment rendrait ça acceptable. J'ai pensé à l'appeler, à dire quelque chose, à lui rappeler toutes les années où je me suis présenté, les anniversaires que je n'ai jamais manqués, les nuits où j'ai cousu des costumes d'Halloween parce que Linda n'avait pas le temps, les samedis où j'apportais des courses, quand leur compte bancaire était bas. Mais que dirais-je même, salope, je voulais juste te faire savoir que j'existe. Non, je n'appellerai pas. À la place, je suis revenu au salon, tiré la couverture en laine sur mes genoux, et assise avec une tasse de thé depuis longtemps froid, de l'autre côté de la pièce, l'arbre de Noël restait non décoré. Je l'avais gardé pour quand les enfants viendraient, pour le toucher d'Amélie avec les ornements, pour l'habitude de Zachary de tout accrocher trop bas, pour les taquineries inévitables de Joël. Maman, cet arbre est aussi petit que toi, mais il n'y aurait pas de visite, pas cette année. Alors l'arbre resterait nu. Peut-être que c'était mieux comme ça. J'ai pris une gorgée du thé froid, et laissé le silence remplir l'espace où la joie vivait autrefois. Il n'y avait pas de tristesse, pas vraiment. C'était autre chose. Une installation. Comme de la poussière après le vent. Chaque année, sans faute, il y avait une carte, parfois en retard, parfois tachée, mais toujours là, un carré plié avec des paillettes, qui collait au doigt, un « Joyeux Noël », ma main, écrit à l'avant, et quelque chose gribouillé à l'intérieur, même quand les mots étaient impersonnels. J'espère que tu vas bien. Amour, Joël et famille. Je les gardais. J'ai un tiroir plein d'eux, glissés sous de vieilles factures, et des coupures de recettes. Cette année, la boîte aux lettres est restée vide. Eh bien, pas complètement. Les prospectus habituels sont arrivés, tous en lettres grasses et remises. 40% de réduction sur les rôtis de dinde. Des cadeaux de dernière minute pour les bas. Un politicien local a envoyé une feuille pliée avec une photo de sa famille souriante en puce assortie. Je me suis tenu au comptoir à trier, m'attendant à moitié à ce que quelque chose glisse. Une enveloppe adressée de l'écriture nette de Linda, ou une des créations couvertes d'autocollants d'Amélie, mais il n'y avait rien. J'ai retourné la pile, vérifié encore, juste du courrier indésirable. J'ai regardé le calendrier. 22 décembre. Trop tard pour les retards postaux.
Trop tôt pour prétendre qu'il n'avait pas simplement oublié, ou ignoré. J'ai porté la pile au bac de recyclage, et me suis tenu la main au-dessus du couvercle. Puis j'ai marqué une pause, sorti la carte du conseiller, et l'ai déchirée en deux. Ce n'était pas sa faute, bien sûr, mais quelque chose en moi avait besoin du son. Ce doux déchirement du papier, qui semblait un aveu, comme une preuve que quelque chose quelque part s'était cassé. La pire partie n'était pas le silence. J'ai vécu avec le silence. Je dors dedans, je me réveille dedans. Non. La pire partie était la clarté. Ils n'avaient pas oublié la carte. Ils avaient décidé qu'elle n'était pas nécessaire. J'ai fait un sandwich que je ne voulais pas, et me suis assise à la table de la cuisine. L'arbre restait non décoré dans le coin du salon. L'odeur de pain s'accrochait à peine à l'air. J'ai pris une bouchée du sandwich, et fixé le mur. Une peinture fanée d'une grange en hiver était accrochée là. Georges l'avait trouvée dans une vente de garage, il y a 30 ans. Il disait que ça lui rappelait la terre de son grand-père, bien qu'il n'y soit jamais allé. Yes, I used to. Avait-il dit une fois, que ça ressemblait à ça. C'est ce que fait la mémoire. Elle remplit les vides, vous fait croire en quelque chose de solide qui n'a peut être jamais été. J'avais rempli les vides pendant des années, donnant à Joël le bénéfice du doute, me disant que Linda voulait bien faire, croyant que les enfants étaient juste timides, juste occupés, juste adolescents. Mais une carte oubliée dit plus que 1000 explications. Elle est dit. Tu n'étais même pas une pensée. J'ai regardé par la fenêtre. Le Père Noël gonflable du voisin s'était effondré sur le côté pendant la nuit. Il gisait affaissé contre la neige, visage pressé dans la pelouse. J'ai pensé, absurdement, pareil. J'ai posé mon sandwich, à moitié mangé, et me suis levé. Dans le placard du couloir, j'ai sorti la boîte de photos. Pas les albums, cela était organisé. Celle-ci était différente. Elle contenait les moments non choisis. Des instantanécherons, des images floues, des photos qui n'avaient jamais atteint les cadres. J'ai trié à travers, doigts effleurant les coins, m'arrêtant, quand j'en ai atteint une de 1986. Joël tenant bébé Amélie dans une combinaison rouge ridicule. Tous deux riant à quelque chose hors caméra. J'avais pris cette photo, je m'en souviens clairement. Ils avaient séjourné chez moi, une semaine ce Noël-là. Joël entre deux emplois. Argent serré. J'ai cuisiné tous les jours. Gardé Amélie pour qu'il puisse se reposer. Nous avons emballé des jouets d'occasion ensemble. Et les avons fait sentir comme des trésors. Personne ne s'en souvient maintenant. J'ai mis la photo de côté, puis une autre. Joël a 16 ans. Debout à côté de la première voiture que je l'ai aidé à acheter. J'ai cosigné le prêt quand Georges a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. J'ai fait les paiements quand Joël oubliait. Cette voiture a été détruite dans l'année. Puis la photo de mariage. J'ai payé le gâteau, puis la photo d'hôpital. Je suis resté avec Amélie 3 nuits, quand Linda a eu Zachary. Dormi sur une chaise en plastique. Apporté des chaussettes chaudes. Je suis resté là longtemps, tenant ces morceaux. Je n'avais pas besoin d'une carte pour me rappeler qui j'avais été. Mais peut-être que oui. La maison sentait toujours la cannelle d'ici le 23. C'était la tradition. Biscuits, au sucre, snickerdoodles, beurre de cacahuète avec un baiser en chocolat pressé au milieu. Amélie aidait à rouler la pâte quand elle était petite. Ses doigts trop petits pour tenir le coupe-pâte droit. Zachary volait de la pâte crue, quand il pensait que je ne regardais pas. Joël faisait semblant de les gronder, mais volait le plus une fois qu'ils étaient cuits. Même l'année dernière, bien qu'ils ne soient restés que pour le café, j'avais les boîtes prêtes, étiquetées, emballées. Une pour chacun. Linda disait toujours « Oh, Evelyn, tu n'aurais pas dû », mais elle les prenait quand même. Cette année, je me suis dit que je ne m'embêterais pas, mais mes mains ont atteint les bols à mélanger quand même. J'ai travaillé en silence, manches retroussées, radio éteinte. Mes mains connaissaient le rythme, même si mon cœur ne le faisait pas. Beurre mélangé avec du sucre, œufs cassés proprement dans le bol. Le son du mixeur était réconfortant, mécanique, prévisible, contrairement aux gens. La première fournée est entrée au four. Je n'ai pas fredonné, je n'ai pas souri. Je regardais juste le minuteur défiler comme s'il me devait quelque chose. Quand l'odeur a commencé à monter, j'ai marqué une pause. Ça sentait la mémoire, pas la joie.
Quand les biscuits ont refroidi, je les ai alignés sur le comptoir, rangés et rangés de douceur. Un défilé d'efforts, attendant des bouches qui n'arriveraient pas. Je n'avais pas le cœur à les glacer. À la place, j'ai ouvert la boîte que j'aurais remplie pour Amélie, et commencé à les y déposer un par un. Le son du biscuit contre le métal résonnait trop fort dans la pièce silencieuse. Pas de rire, pas de pas, juste moi et le fantôme d'une tradition. Je suis allé au placard, et sorti les boîtes de fête que j'utilisais depuis des années. Chacune avait un petit nom écrit sur du ruban adhésif. Au fond, Joël, pas de raisin. Linda, sablé seulement. Zacharie, extra sprinkles. J'ai lu chaque étiquette comme une pierre tombale. Puis je les ai retirées. Le ruban s'est détaché proprement. Comme s'il attendait de lâcher prise, j'ai aligné les boîtes sur la table. Pas avec des biscuits, telles qu'elles étaient. Vides. Creuses. Je suis resté là longtemps. Puis, j'ai pris une lente inspiration, et fait quelque chose qui m'a surprise. J'ai ouvert la porte arrière, et suis sorti. L'air a frappé, vif et lumineux. La neige couvrait la rambarde du porche en piles délicates. J'ai traversé la cour, et marché 2 maisons plus loin jusqu'à la petite maison bleue où vivait Annie. Annie avait 6 ans. Sa mère, Molly, avait emménagé au printemps après avoir quitté un mauvais mariage. Nous avions parlé par-dessus les clôtures, échangé des conseils de jardinage. J'avais regardé Annie chasser les lucioles dans le crépuscule d'été. Elle avait rendu un de mes plats à tarte la semaine dernière, soigneusement lavé, avec une note pliée disant « Merci d'être gentille avec nous ». J'ai frappé à leur porte, tenant toujours la boîte. Molly a ouvert, sourcils levés de surprise. « Eveline, salut, ma chérie. J'ai trop fait de pâtisserie. J'ai pensé que toi et Annie pourraient en profiter. » Son visage s'est adouci. « C'est très gentil de ta part. » Annie est juste à l'arrière à regarder ses vieux spéciaux en pâte à modeler. J'ai souri, et quelque chose de chaud a fissuré la coquille froide, autour de ma poitrine. J'avais l'habitude de faire ça pour mes petits-enfants. Ai-je dit simplement. Molly a hésité, puis fait un pas de côté. Entre si tu veux. Je ne m'y attendais pas, mais je suis entré. La maison sentait les bougies à la vanille et le pop-corn. Chaleureuse, habitée, un peu encombrée. Annie a levé les yeux du canapé, et fait signe. Salut, mademoiselle Evelyne. Salut, ma chérie. Oh. Elle s'est précipitée, jetant déjà un œil dans la boîte. Oh. As-tu encore fait des sneakers doudou? Yellow fight. Ai-je dit, souriant malgré moi, juste pour toi. Elle a souri, attrapant déjà un. Molly a croisé mon regard. Aide doucement. Tu n'as pas à être seule, tu sais. J'ai cligné des yeux, puis secoué la tête. Juste une fois. Je pense que j'ai été seule plus longtemps que je ne le réalisais. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête. Comme quelqu'un qui comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Je suis resté 10 minutes. Être 15. Assez longtemps pour voir les yeux d'Amélie s'illuminer. Assez longtemps pour me sentir utile à nouveau. Réel. Puis je suis rentré, boîte vide en main. Et pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas invisible. J'ai allumé les lumières de l'arbre ce soir-là. Pour personne, pas de public, pas d'enfants pour applaudir quand la pièce brillait, pas de Joël plaisantant sur les factures d'énergie, pas de Linda ajustant les ornements pour qu'ils semblent plus équilibrés, juste moi, debout pieds nus sur le tapis du salon, regardant les lumières colorées clignoter en rythme lent, régulier. L'arbre était plus petit que ceux que nous avions, plus facile à porter, plus facile à installer. Je l'avais traîné moi-même la semaine après Thanksgiving. Encore pleine d'espoir alors, croyant encore qu'il viendrait. Je ne l'avais pas décoré. Je l'avais gardé pour Amélie et Zacharie. Comme toujours, Zacharie aimait les criards, sucre d'orge et Père Noël en feutre avec des yeux mobiles. Amélie préférait les boules de verre délicates que je la laissais accrocher plus haut où son frère ne pouvait pas atteindre. Mais maintenant c'était la veille de Noël. Et les branches restaient nues. La seule chose sur l'arbre était la lumière. Et je pense que c'est ce qui le rendait beau. Il ne prétendait pas être plein. Je me suis assise sur le canapé en face. Et fixé, l'éclat adoucissant les bords tranchants de la pièce. Je pouvais voir le reflet des lumières dans la fenêtre. 2 arbres maintenant. Un à l'intérieur,
Un fantôme dans le verre. Georges disait toujours qu'un arbre devrait raconter une histoire. Le nôtre l'a toujours fait. Pas perfect. Nous ne coordonnions pas les couleurs, ou n'achetions pas de nouveaux ornements chaque année. Nous utilisions ce que nous avions. Étoile en bâtonnet de glace, ange en papier jauni par le temps. Un flocon de neige, au crochet que je n'ai jamais tout à fait fini. Il soulevait Joël quand il était petit pour placer le sommet. Plus tard, Joël soulevait Amélie. C'était toujours un moment familial. Un rituel, je ne savais pas alors que c'était quelque chose qu'on pouvait perdre. J'ai regardé la boîte d'ornements, toujours fermée près de la cheminée. J'ai pensé brièvement à les sortir, à finir ce que nous commencions toujours. Mais ça ne semblait plus juste. Pas parce que j'étais en colère, parce que ça aurait été prétendre. Prétendre que c'était encore une maison attendant quelqu'un. Prétendre qu'il pourrait franchir la porte. Joues rouges, bras pleins de cadeaux, disant « Désolé d'être en retard, maman ». Il ne venait pas, et cet arbre n'avait besoin de rien d'autre. Il n'était pas vide, il était honnête. J'ai versé un petit verre de brandy, la bouteille que je gardais au fond du garde-manger, pour les occasions spéciales, bien que je ne l'ai pas ouverte depuis le décès de Georges, et porté un toast à l'arbre. Aux vérités discrètes, ai-je murmuré. Le verre a clinqué contre lui-même. Puis je me suis levé, et marché jusqu'à la cheminée. Là, parmi les vieilles photos et bibelots, il y avait l'image encadrée de Georges et moi, à notre dernier Noël ensemble. Il portait ce pull vert laid qu'Amélie avait choisi. Je portais une broche de Père Noël qu'il disait toujours me rendait dangereusement festive. Nous avions l'air fatigués, mais nous sourions. J'ai touché le cadre doucement. Si tu étais là, ai-je dit doucement. Je n'aurais pas à expliquer pourquoi ça fait mal. Il voyait toujours les choses avant moi. Il a été le premier à remarquer Joël s'éloigner, à entendre le silence sous la politesse de Linda, à capter les sentiments de désintérêt dans les yeux d'Amélie. Ne les poursuis pas, m'avait-il dit une fois. Laisse-les venir à toi. Mais j'ai poursuivi. J'ai continué à appeler, à donner, à pardonner. Je pensais que c'est ce que font les mères. Peut-être que oui, mais il vient un jour où vous regardez un arbre nu, et réalisez qu'il tient toujours debout, même sans les ornements, même sans le bruit. J'ai éteint les lumières du plafond, et me suis assise à nouveau. L'arbre brillait doucement, et pour la première fois cette saison, moi aussi. C'était presque le crépuscule de la veille de Noël quand j'ai entendu le coup, pas fort, hésitant, comme si celui qui était là, n'avait pas décidé d'être là. N'attendais personi. Certainement pas la famille. J'ai marqué une pause dans le couloir. Incertaine, une petite partie de moi espérait, absurdement, que c'était Joël, qu'il venait avec une excuse chaleureuse, une offre de paix de mots. Trop tard mais toujours bienvenue. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas Joël, c'était Annie, la fille de la voisine, Six Sense, emmitouflée dans une doudoune violette avec une mitaine manquante. Elle tenait un plat à tarte dans les deux mains, vacillant légèrement sous son poids. Salut, mademoiselle Evelyne, a-t-elle dit. Maman a dit de ramener ça. J'ai cligné des yeux. Le plat que j'avais envoyé, avec des biscuits il y a quelques jours. Je l'avais complètement oublié. Merci, ma chérie, ai-je dit, le prenant. As-tu passé une belle veille de Noël? Elle a hoché la tête. Nous avons fait des lasagnes, et regardé un film, où un chien sauve le Père Noël. J'ai aimé. Il y avait beaucoup d'explosions de neige. J'ai souri. L'imaginante. Ça semblait excitant. Elle a hésité, regardant derrière elle vers la rue où la voiture de Molly tournait au ralenti, les phares brillant à travers la légère chute de neige. Puis Annie m'a regardé à nouveau, sa voix plus petite maintenant. Maman a dit que je pouvais demander si tu voulais venir pour du cacao. J'ai senti quelque chose se coincer dans ma gorge. Du cacao, pas une invitation enveloppée de pitié, juste du cacao. Simple, ciao. Une porte qui ne se ferme pas. J'ai regardé au-delà d'elle vers Molly, qui a levé une main dans un doux signe. Son expression ouverte, mais sans insister. Juste une offre. Juste de la grace. Je pense que je vais rester ce soir, ai-je dit doucement, touchant le bras d'Annie. Mais merci, ma chérie, ça compte beaucoup. Annie a hoché la tête solennellement. D'accord, maman dit que tu es la meilleure pâtissière de la rue. Jairé.
Elle n'a pas encore essayé mes carrés au citron. Peut être la prochaine fois, a-t-elle demandé, reculant déjà. Peut être la prochaine fois. Oh. J'ai regardé Annie sauter dans l'allée. Le plat à tarte, vide encore chaud dans mes mains. Quand je suis rentré, le silence m'a accueilli à nouveau. Mais il semblait différent cette fois. Moins comme de la solitude, plus comme une pause, une profonde inspiration. J'ai porté le plat dans la cuisine, et posé sur le comptoir. Puis, sans vraiment y penser, j'ai ouvert le garde-manger, et descendu le bon cacao. Celui que je gardais pour les invités qui ne venaient pas. J'ai versé du lait dans une casserole, et laissé chauffer. Ajouté de la cannelle, une touche de vanille. Pendant que ça mijotait, j'ai atteint une des boîtes que je n'avais pas remplies. Celle-ci n'était pas étiquetée. Elle n'avait pas besoin d'un nom. J'y ai placé quelques biscuits, et fermé le couvercle. De retour dans le salon, je me suis installé dans mon fauteuil près de la fenêtre avec le cacao et un biscuit. Thé rose. Les lumières scintillaient sur les porches. Les voitures avançaient dans la neige avec de la musique étouffée, s'échappant de leurs fenêtres. Tout le monde allait quelque part. Et moi, je n'y allais pas cette année. Mais je n'attendais plus non plus. Le coup à la porte n'avait pas été celui que j'attendais. Mais peut-être était-ce celui dont j'avais besoin. Le matin de Noël est arrivé calmement. Pas de ruée de pas, pas d'enfants ensommeillés, traînant des oreillers dans le salon. Pas de froissement de papier d'emballage ou de café infusant pour les invités. Juste le craquement lent des vieux planchers, et le doux bourdonnement du radiateur. Je me suis assise dans ma robe de chambre, main enroulée autour d'une deuxième tasse de thé, regardant l'arbre de pin dans le coin, toujours non décoré, toujours beau à sa manière discrète. Je n'avais jamais eu un Noël comme celui-ci, et jamais passé un seul, pas vraiment. Mais je ne me sentais pas vide. Je me sentais clair. Après le petit déjeuner, je suis allé au tiroir latéral dans le couloir, celui que George appelait mon centre de commandement. Factures, documents, lettres, tout soigneusement classé dans des dossiers craft. J'ai sorti celui étiqueté Finances familiales. Là, chaque chèque que j'avais écrit au fil des ans, la compte de l'hypothèque, les frais d'école privée, le nouveau SUV, que Linda insistait être plus sûr pour les routes enneigées, les prêts d'épicerie jamais remboursés, les urgences à court terme qui se transformaient en modèles à long terme. Joël avait une procuration sur l'un de mes comptes plus petits, juste au cas où, me disais-je, une case d'urgence, au cas où quelque chose m'arriverait. Il s'avère que quelque chose était arrivé. J'ai composé le numéro de la banque. Un jeune homme joyeux a répondu. Bonjour et joyeux Noël. Ici Evan de la banque First Horizon. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Joyeux Noël. Evan. Je m'appelle Evelyn Parker. Je voudrais modifier mes comptes. Bien sûr, Madame Parker. J'ai juste besoin de vérifier votre identité d'abord. Nous sommes passés par les formalités. Adresse, date de naissance, les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale. Une fois vérifié, je n'ai pas hésité. Je veux annuler tous les paiements automatiques et transferts programmés associés à mon fils Joel Parker, ou à tout compte portant son nom ou accès. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai imaginé, Evan clignant des yeux sur son écran. Complice. Madame Parker, je vois des liens actifs. Souhaitez-vous que je désactive également la procuration? Oui. Ai-je dit, avec effet immédiat. Une autre pause, puis du tapotage. C'est fait. Vous devrez venir après les fêtes pour signer les documents finaux de révocation, mais l'accès a été temporairement suspendu. Merci. Y a-t-il autre chose avec quoi je peux vous aider? J'ai regardé les cadeaux intacts empilés soigneusement dans la boîte près du placard à manteau. Oui. Ai-je dit, je voudrais ouvrir un nouveau compte fiduciaire au nom d'Annabelle Reeves. Elle vit 2 maisons plus loin. Une autre pause. Une enfant, a demandé Evan. Prudent, une amie. Ai-je dit, quelqu'un qui se souvient de frapper. Il n'a pas posé plus de questions, juste tapé. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de soulagement. Je n'étais plus en colère. Y'avait fini d'expliquer, fini de fouiller dans mes poches comme si l'amour en dépendait. Fini d'offrir des parties de moi que personne ne voulait. Juste utiliser. Cet après-midi-là,
J'ai enveloppé une des boîtes de biscuits dans du papier craft, attaché avec de la ficelle, et écrit sur le dessus: Pour Annie, joyeux Noël de ta voisine. Je l'ai porté discrètement, laissé sur leur porche, et reparti avant que la porte ne s'ouvre. De retour chez moi, je me suis tenu à la fenêtre, et regardé la rue. Joël ne venait pas, personne de cette maison ne venait. Et pour la première fois, je n'espérais pas autrement, parce que non n'est pas juste l'absence d'un oui, c'est une décision, c'est une limite, c'est le début de quelque chose de nouveau. Les cadeaux restaient dans la boîte près du placard à manteau, intact. Je n'avais pas l'intention de les déplacer à nouveau. Je les aimais où ils étaient, soigneusement empilés et scellés, pas comme des offrandes, mais comme des rappels de qui j'avais été, de ce que j'avais cessé d'être. J'ai ouvert mon carnet, celui simple que je gardais pour les listes d'épicerie et les rappels, et arraché une page vierge. Puis, lentement, j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, même pas une liste, juste des noms de gens qui s'étaient présentés. Pas par obligation, mais par gentillesse. Molly, Annie, ma vieille amie Cora de l'église, qui appelait encore tous les mois sans faute. La fille de mon défunt voisin Stanislas, qui demandait toujours si j'avais besoin d'aide pour déneiger après la neige. C'était ce que j'avais négligé, perdu dans mon focus sur une famille qui ne me voyait que quand c'était pratique. J'ai fermé le carnet, plié le papier une fois, et l'ai placé dans la boîte de biscuits destinée à Joël. J'utiliserai cette liste comme mon nouveau carnet d'adresses. Il était temps de réassigner mon cœur. Plus tard ce soir-là, j'ai sorti mon meilleur pull, laine bleu marine, tricoté à la main il y a des années. Georges disait toujours qu'il faisait ressortir mes yeux. Je le portais maintenant, pas pour quelqu'un d'autre, mais parce qu'il semblait une armure. Puis j'ai allumé une bougie à la fenêtre, pas pour qu'ils retrouvent leur chemin, mais pour me rappeler que j'étais encore là, encore chaude. Encouraged about, j'ai passé le reste de la nuit à écrire des cartes. Pas le genre qu'on achète en vrac avec des messages préécrits, mais des vierges. Crème simple avec des enveloppes épaisses. J'en ai écrit 3, une à Annie. Merci d'avoir été assez courageuse pour frapper. Tu m'as rappelé que la gentillesse n'a pas d'âge. Une à Molly. Ta chaleur est allée plus loin que tu ne le sais. Tu as fait de la place pour quelqu'un que la plupart négligent. Une à moi-même. Celle-là a pris le plus de temps. Eveline, tu as oublié un temps qui tu étais, mais tu t'en es souvenu juste à temps. Tu n'es pas moins parce qu'il ne te voit pas. Tu n'es pas invisible parce qu'il détourne les yeux. Tu es entière, forte, et digne de plus qu'un rejet silencieux. Continuo. Je l'ai scellé, placé sur ma table de chevet, et me suis endormi avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La résolution. Je me suis réveillé le 26 décembre à un matin calme et un ciel bleu. La neige avait durci pendant la nuit, une fine glace scintillant sur chaque surface. Ça ressemblait au genre de matin qui demandait un but, pas une routine, pas une attente, quelque chose de réel. Je n'ai pas atteint mon téléphone, je n'ai pas vérifié les messages. À la place, j'ai atteint la liste que j'avais faite, les noms, les gens qui s'étaient présentés de petites manières discrètes, qui m'avaient vu pas comme une tâche ou un devoir saisonnier, mais comme une personne. Il était temps de rendre la gentillesse. J'ai rempli 3 boîtes avec les biscuits restants, mis des rubans dessus. Pas de nom, cette fois, juste de petites notes disant « Merci d'être bon ». Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai pris le reste des cadeaux emballés, ceux avec le nom de Joël, de Linda, d'Amélie et de Zacharie, et j'ai retiré chaque étiquette lentement. Délibérément, elles se sont détachées facilement, comme si elles n'avaient jamais appartenu. J'ai réemballé un seul, l'ensemble de croquis pour Amélie, parce que ça pouvait encore apporter de la joie à quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, j'ai conduit à travers la ville jusqu'au refuge où je faisais parfois des dons. Je n'y étais jamais entré, seulement déposé des articles dans des bacs, laissé des chèques, resté en arrière-plan. Mais aujourd'hui, j'ai garé, et entré. La chaleur de l'endroit m'a frappé instantanément, odeur de soupe, de détergent à lessive, de trop de manteaux, et pas assez d'espace. Ça semblait humain. La femme au comptoir a levé les yeux. Puis-je vous aider? J'ai hoché la tête. J'ai apporté des choses. Des cadeaux. Sichava. Elle s'est levée. C'est plus que bien. En 13. Ayanze.
Je l'ai suivi dans une pièce étroite où des enfants jouaient avec des jouets usés, et un homme grattait doucement une guitare dans le coin. Les gens levaient les yeux. Certains souriaient, d'autres non. J'ai posé les cadeaux sur une table d'appoint. Une fille, peut être 9 ou 10 ans, s'est approchée, yeux écarquillés. Je lui ai tendu la boîte avec l'autocollant de visage souriant. Elle l'a serré comme si elle pourrait disparaître. Merci, a-t-elle dit, doucement, mais clairement. Et c'était assez. Je ne suis pas resté longtemps, juste assez pour regarder autour, et comprendre quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années. La famille ne vit pas toujours dans votre maison. Parfois elle vit dans la façon dont quelqu'un tient un biscuit comme un trésor, dans la porte ouverte d'un étranger, dans le cou d'une enfant ramenant un plat à tarte. Je suis rentrée plus légère, pas parce que j'avais donné tant, mais parce que j'avais enfin cessé de donner à des gens à qui ça importait peu que je le fasse. Cette nuit-là, je me suis tenue à ma fenêtre, regardant le vent soulever la neige des arbres comme des paillettes. Mon arbre brillait toujours doucement, nu comme jamais, mais il ne semblait pas manquer, il semblait honnête. Le téléphone restait silencieux, mais le silence ne semblait plus une punition, il semblait la paix. Joël a été le premier à remarquer. C'est arrivé le matin du 27 quand il s'est connecté au compte familial pour vérifier les paiements automatiques. Il attendait toujours après les fêtes. Plus malin de laisser passer les cadeaux. Les services publics s'affichaient, le débit de l'hypothèque roulait discrètement. Sauf que cette fois, rien n'avait roulé. Pas de transfert, pas de dépôt, pas de paiement programmé. Juste le silence. Au début, il a pensé à un bug. Peut être un retard des fêtes. Peut être un problème technique. Mais ensuite il a essayé d'accéder au compte secondaire, celui que j'avais lié pour l'aider à gérer les flux de trésorerie pendant les mois serrés, et a trouvé l'accès refusé. Son nom avait été retiré, l'autorité révoquée. Il a appelé la banque. Sa voicenet impatiente. L'employé a confirmé, le titulaire du compte avait effectué des changements officiels. Des restrictions d'accès étaient en place, un formulaire de révocation était en attente de signature. A demandé Joël, bien qu'il le savait déjà. Madame Evelyn Parker, a dit la voix à l'autre bout. Sa bouche s'est asséchée. Au début, ça ne semblait pas réel. Il s'est assis dans le bureau à domicile, clignant des yeux sur l'écran, s'attendant à moitié à ce qu'il se rafraîchisse avec des informations différentes. Puis il a pris son téléphone et m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Alors il a envoyé un texto. Salut, maman. Je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur bancaire. Peux-tu m'appeler quand tu as une minute? 1 heure a passé, puis une autre. Pas de réponse. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Linda se tenait près de l'évier, se versant un café, le regardant sans rien dire. Enfin, a-t-il été? As-tu remarqué quelque chose de bizarre à Noël? Linda a haussé un sourcil. À part le fait qu'elle n'a pas envoyé les cadeaux habituels, il s'est tourné vers elle. Exactement. Rien. Pas une carte, pas de biscuit, pas une seule chose. Linda a haussé les épaules. Peut être qu'elle se retire enfin. Je veux dire, tu as dit que nous voulions de l'espace. Il l'a fixé. Elle l'a gardé petit. Famille proche. Elle est la famille proche. A-t-il été? Linda n'a pas répondu. À ce moment, Amélie est entrée dans la cuisine. Maman, papa, a-t-elle demandé? Est-ce que mamie a envoyé des cadeaux cette année? Ils l'ont regardé tous les deux. Non, a dit Joël. Pas cette fois. Amélie a hésité. Je pensais qu'elle le faisait toujours. Linda a donné à sa fille un sourire serré. Les gens changent. Ma chérie, peut être qu'elle est fatiguée. Zacharie est apparu dans l'embrasure. Mais elle a envoyé des biscuits l'année dernière. Est-elle tombée malade, ou quoi? Joël a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est venu, parce que la vérité était, il ne savait pas. Il n'avait pas appelé à Noël, n'avait même pas vérifié. Et maintenant, pour la première fois, quelque chose lui est apparu. Elle ne les avait pas oubliés. Elle avait choisi de ne pas être là. Il a quitté la pièce, téléphone en main. Être compoché. Toujours pas de réponse. Il a ouvert le placard de l'entrée, s'attendant à trouver la pile de cadeaux qu'elle livrait habituellement, laissée près de la porte s'il pensait qu'ils étaient sortis, mais il n'y avait rien.
Il est sorti sur le porche, vérifié la boîte aux lettres, jeté un œil derrière la plante en pot, où elle laissait parfois une boîte de biscuits avec une petite note glissée à l'intérieur. Rien. Pas de note. Pas de biscuits. Pas d'Evelyn. Plus tard ce jour-là, il a rappelé la banque, demandé si autre chose avait été changé. L'employé était poli, mais ferme. Son accès était parti. Et un nouveau compte fiduciaire avait été ouvert au nom de quelqu'un d'autre. Une enfant. Pas Amélie. Pas Zachary. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ce soir-là, il s'est assis sur le bord du lit, fixant la moquette pendant que Linda brossait ses cheveux dans le miroir. Elle est vraiment finie avec nous, a-t-elle dit doucement. Linda a arrêté de brosser. Elle nous a coupés. Pourtant, elle n'a rien dit. Et tcha, Joël a réalisé, était aussi proche d'une confession qu'il obtiendrait. Le téléphone a sonné juste après midi. J'ai vu son nom s'allumer sur l'écran. Joël. Mon fils. Mon garçon qui dormait avec un pied hors des couvertures, qui pleurait autrefois, parce qu'il pensait avoir entendu une coccinelle. Le même garçon qui ne se souvenait de moi maintenant que quand quelque chose cessait de fonctionner. Je n'ai pas répondu. La sonnerie a résonné dans la pièce, comme un défi. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, main enroulée autour d'une tasse de thé chaude, regardant les flocons de neige dériver à travers la route. Ça a sonné encore et encore, puis s'est arrêté, puis est venu le texto. Joël. Maman. S'il te plaît, appelle-moi. Je pense qu'il y a eu une confusion. Je veux juste parler. J'ai posé le téléphone face cachée sur la table. Il a vibré 2 fois de plus avant de se taire. Il ne voulait pas parler. Il voulait annuler. Annuler le silence. Annuler l'immobilité. Annuler la décision qui disait enfin « Plus jamais ». Al. Je comprenais sa confusion. Pendant si longtemps, j'avais été fiable, pas dans le bon sens, mais dans celui pris pour acquis. Un garde-manger toujours approvisionné, un chéquier toujours ouvert, un calendrier toujours libre. Mais maintenant, j'avais changé les termes, et les gens n'aiment pas quand les meubles commencent à parler. Il a rappelé le soir. Cette fois, il a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, mesurée, trap poly. Le ton que les gens utilisent, quand ils essaient de ne pas sembler coupables. Salut, maman. Je voulais juste entendre ta voix. Les enfants se demandaient pourquoi ils n'avaient pas eu de tes nouvelles à Noël. Je leur ai dit que tu étais probablement occupé ou que ton téléphone était être éteint. Bref, appelle-moi quand tu as 1 minute. Tu nous as manqué. Il a raccroché sans dire « Je t'aime ». Je n'ai pas manqué cette partie. Je me suis assise dans la lumière tamisée du salon, fixant l'arbre brillant, maintenant légèrement flétri, mais tenant encore avec une dignité discrète. Les cadeaux non ouverts étaient toujours emballés dans la boîte. J'aurais pu le rappeler, lui dire tout, que je me sentais effacée, que juste la famille proche, coupée comme du verre, que j'avais fait des biscuits avec les mains tremblantes, me demandant qui j'étais pour eux désormais. Mais je ne lui devais pas ça. Il savait comme les gens le font, quand ils ont pris l'habitude d'ignorer les signaux de douleur. Linda n'avait pas appelé du tout. Amélie n'avait pas envoyé de texto. Zachary, bénis-le, avait dessiné une image pour moi l'année dernière. Un petit bonhomme de neige en crayon avec « Mamie » écrit en lettres tordues. Je l'avais gardé. Mais les enfants grandissent comme les arbres. Ils se penchent vers la lumière qu'on leur donne. Et je n'avais pas été leur lumière depuis longtemps. J'étais leur habitude. Et maintenant cette habitude était brisée. Un autre message vocal est arrivé plus tard cette nuit. Cette fois Joël semblait différent. Pas poli. Juste fatigué. Maman, a-t-il dit avec un long souffle. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que tu vas bien. Je sais que j'ai merdé. J'aurais dû faire plus. Appeler plus. Je pensais juste. Il a marqué une pause. Je pensais juste que tu serais toujours là. Le message s'est terminé là. Abrupt. Comme s'il ne savait pas comment finir la phrase. Être qu'il ne savait pas. J'ai tenu le téléphone un moment, pouce planant sur l'écran. Puis je l'ai éteint, posé de côté, laissé le silence revenir. Ça ne semblait pas une punition. Ça semblait une protection. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas d'être remarqué. Je me remarquais moi-même. La veille du nouvel an est arrivée calmement. Pas de fête, pas des toasts, pas de compte à rebours.
juste le tic-tac de l'horloge de la cuisine, et le doux soupir du vent pressant contre les vitres. Le genre de nuit qui ne demandait rien d'autre que l'honnêteté. Je me suis assise à ma table avec une seule bougie allumée, une petite tranche de gâteau restant, et ma tasse de thé. Pas de champagne, pas de résolution, juste l'immobilité et la présence. The Horse. Le monde se précipitait vers minuit. Bright. Feu d'artifice. Verre clinquant contre verre. À l'intérieur, le temps bougeait plus lentement. Et pour une fois, je n'essayais pas de rattraper. Je ne me préparais pas pour une autre saison d'oubli. J'étais exactement où j'avais choisi d'être. J'ai pensé à ce que je donnais chaque année, des boîtes remplies de sucre, de pauses, de livres, de jouets, de temps, d'efforts, d'argent, d'énergie, d'espoir. Je l'avais tout enveloppé de ruban, et envoyé comme un message dans une bouteille. S'il vous plaît, souvenez-vous de moi, s'il vous plaît. Faites-moi une place. Et cette année, je me l'étais tout donné à moi-même à la place. Je me suis donné la permission d'arrêter de courir après les gens qui lâchaient ma main en premier, d'arrêter d'expliquer ma valeur, d'arrêter de confondre la tolérance avec l'amour. Je me suis donné de l'espace, je me suis donné le silence, je me suis donné la paix, et puis j'ai donné ce qui restait à ceux qui se sont présentés sans qu'on le leur demande, qui ont ouvert leurs portes sans performance, qui ont accepté une boîte de biscuits comme plus qu'une faveur. Annie m'a dessiné une image hier. Elle est sur mon frigo maintenant. Une maison tordue avec des fenêtres jaunes et Mademoiselle Evelyne écrit en crayon arc-en-ciel en haut. En dessous, elle a écrit « Tu rends les choses agréables ». J'ai fixé ces mots longtemps. Pas « Tu cuisines bien ». Pas « Merci pour les cadeaux ». Pas « Tu nous aides ». Tu rends les choses agréables. N'est-ce pas ce que l'amour est censé être? Joël n'a plus appelé après le 27. Pas le nouvel an. Pas après. Et je ne l'ai pas appelé. Peut-être le fera-t-il un jour. Peut-être pas. Mais je ne suis plus assise dans ce silence, me demandant ce que j'ai fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai donné et donné et donné, jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas à continuer de prouver que je valais la peine d'être choisie. Parce que je n'étais jamais celle qui partait. J'étais celle qui portait les cadeaux dans les escaliers. Non ouverts. Maintenant. Ils restent où ils doivent être. Rangesh, calmes, ne mendiant plus pour être aimé. Et moi, je marche plus légère, je souris plus, je repose dans la dignité que j'ai reconquise. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de retour. Pas des gens, de soi. Et si vous avez déjà été assise à côté d'un dîner intact, fixé un téléphone qui ne sonnait pas, attendu un coup qui ne venait jamais, vous connaissez déjà cette histoire, vous portez déjà la faim dans votre poitrine, vous n'avez pas besoin d'être choisi pour compter, vous n'avez pas besoin de permission pour arrêter de donner à ceux qui ne vous verront pas. Vous n'êtes pas un plan de secours, pas un accessoire saisonnier, pas la commodité de quelqu'un, vous êtes tout, le foyer, la lumière, les cadeaux. Si cette histoire a trouvé quelque chose en vous, une mémoire, un soupir, une force, alors partagez-la, pas pour moi. Pour les autres encore assises avec des cadeaux emballés et des appels sans réponse, faites-leur savoir qu'elles ne sont pas seules. Faites-leur savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Une mémoire, un soupir, une force. Alors partagez-la, pas pour moi. Pour les autres encore assises, avec des cadeaux emballés et des appels sans réponse. Faites-leur savoir qu'elles ne sont pas seules. Faites-leur savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir.